Salut à tous et à toutes, comme d'habitude après un épisode de la réserve, on se retrouve pour un retour sur l'épisode de la réserve pour apporter un petit peu des compléments, répondre à certains des commentaires qui sont revenus régulièrement et voilà, apporter des précisions sur ce que j'ai pu dire, revenir sur ce que j'ai pu dire et parfois revenir sur des erreurs. C'est à ça que servent les formats de retour sur la réserve, donc plein d'informations historiques. Si vous n'avez pas vu l'épisode de la réserve sur le 13e guerrier, eh bien allez-y parce que sinon il va vous manquer cet épisode, je le mets juste ici. Comme d'habitude, j'ai mes notes et mon petit thé, et du coup on va rester ensemble un petit moment pour parler de tout ça. La première chose que vous avez soulignée, et effectivement j'en ai pas parlé dans la vidéo, c'est les problèmes de production qui ont lieu derrière ce film en fait, qu'il y a eu avec ce film, parce qu'en fait le 13e guerrier a eu des problèmes de production. On avait le producteur d'un côté qui est Michael Crichton, qui était aussi l'auteur du Royaume de Hrothgar, qui était le livre qui a inspiré le 13e guerrier, et John McTiernan, donc le réalisateur de l'autre côté, ils ne s'entendaient pas du tout, ça a été une catastrophe, et McTiernan s'est barré en cours de film en mode voilà, maintenant débrouille-toi puisque tu as l'air aussi malin, débrouille-toi avec ton film. Donc c'est comment il s'appelle, Michael Crichton, voilà, qui a terminé le film tout seul, qui a fait le montage tout seul, qui a décidé de changer la musique qui était prévue et tout ça, et c'est pour ça qu'en fait le film, on a l'impression qu'il manque parfois de cohérence, que voilà, certains l'ont décrit comme un film un peu malade, pour dire à quel point, mais voilà, ça manque beaucoup de cohérence. Je vous mets un lien dans la description, allez voir avec un petit peu le détail de tous ces problèmes de production, et vous allez voir que c'est très intéressant, et ça peut expliquer, en grande partie du moins, pourquoi est-ce que le film a l'air un petit peu bancal par moments, même très bancal je trouve, mais c'est très personnel. La deuxième chose, c'est concernant Beowulf. J'ai donc le personnage le viking, un peu le chef des vikings, est inspiré de Beowulf, et j'ai indiqué effectivement que c'était un récit du 6e siècle. C'est pas tout à fait exact en réalité, on me l'a fait remarquer dans les commentaires, en réalité c'est un poème qui a été écrit un peu plus tard, c'est pas un poème d'ailleurs. Bon, c'est un poème qui a été écrit un peu plus tard, c'est un récit, on va dire, on parlait de récit, qui a été écrit un peu plus tard, qui a été écrit plutôt au 8e, peut-être 9e siècle, mais qui en fait se base sur des événements qui seraient arrivés au 6e siècle. J'ai fait un raccourci un petit peu facile, un petit peu hâtif, en disant que c'était un récit du 6e siècle, voilà, tout simplement. Il y a la question du poète arabe, puisque je décris Ibn Fadlan comme un poète arabe, et effectivement il est plus connu pour son rôle de ambassadeur, on peut appeler ça comme ça. Alors pour parler un peu d'Ibn, et plus que de poète, il y a des gens qui vont dire « Quoi, c'est pas un poète ?» Alors on va essayer de développer un petit peu, je vais poser ce thé parce que je sais pas comment faire. Il est trop chaud, il est trop chaud. Essayons de développer un petit peu le rôle des lettrés arabes. Voilà, Ibn Fadlan est un lettré. Qu'est-ce qu'on appelle un lettré dans le monde arabo-persan médiéval? C'est quelqu'un qui est en capacité d'écrire des choses, un lettré, de comprendre, qui a une connaissance qui est très large, à la fois scientifique, littéraire, philosophique, et donc du coup les écrits d'Ibn Fadlan sont considérés, effectivement ce qui est dit dans le film est assez juste, il a été envoyé en ambassade, mais il faisait partie de l'ambassade, c'était pas l'ambassadeur principal si je ne m'abuse, et il faisait partie de l'ambassade qui est partie chez les Rousses de la Volga, je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo, et en fait on le connaît surtout pour ses écrits de voyageurs, voilà. Mais un lettré moyen-oriental, c'est quelqu'un qui a des compétences qui sont assez larges et qui va pouvoir potentiellement s'exprimer sur des choses assez larges, même s'il va être connu pour des choses qui sont très précises. Par exemple, vous avez Ibn Roustar, qui est un autre voyageur dont je parlerai juste après, qui lui était connu pour être plutôt géographe, alors que c'était également un lettré et qu'il a écrit énormément de choses. Et voilà, c'est pour dire que Ibn Fadlan est, dans le 13e guerrier, officiellement un poète, mais que Ibn Fadlan, à l'époque, le vrai Ibn Fadlan était probablement aussi poète, même s'il est effectivement plus connu pour ses récits chez les Rousses de la Volga, qui a donné effectivement quelques scènes du 13e guerrier. Précision importante, justement, je parlais d'Ibn Roustar. En fait, Ibn Roustar, c'est un voyageur qui est de la génération toute précédente, ou juste celle d'avant, vous voyez, ça a moins d'un siècle de différence, que Ibn Fadlan, et Ibn Roustar décrit les mêmes endroits, donc les Rousses de la Volga, qu'on estime être des Varegs, c'est-à-dire des Scandinaves, des Vikings originaires de Suède, qui se sont installés dans les territoires, dans les pays de l'Est, hein, tout simplement, dans les territoires qui deviendront russes par la suite, d'où le nom, voilà, qui va rester.
mais pas uniquement, parce que la Volga, c'est plutôt la Bulgarie. Donc on peut parler plutôt de pays de l'Est que de Russie, c'est un petit peu abusé de parler de Russie. Donc Ibn Rusta, lui, a fait des descriptions qui sont très précises également de ces fameux varegs, et qui correspondent assez bien à la réalité qu'on en connaît, que ce soit en termes de costumes, en termes d'hygiène, en termes de manière d'être, en termes de manière de faire. Alors que les descriptions d'Ibn Fadlan correspondent assez mal à ce qu'on connaît de ces peuples, et du coup ça pose question. Est-ce que Ibn Fadlan a réellement vu ça? Est-ce qu'il a inventé des choses parce que voilà, il y a un petit côté un peu fantasmatique? Est-ce que il a mélangé les deux, mélangé des choses qu'il a vues avec des choses qui sont de l'ordre du fantasme? Est-ce qu'en fait ce qu'il a vu c'était pas des varegs mais des Slaves installés à cet endroit-là? Parce que bah, évidemment vous vous doutez bien que tous les pays de l'Est à ce moment-là, quand les Vikings arrivent, les Suédois arrivent et qui s'installent, ils sont pas tout seuls, ils sont pas tout seuls, il y a les Slaves qui sont là, et du coup ils vont créer des populations mixtes à ces endroits-là, et qui vont, voilà, ces peuples varegs dont on parle. Donc, est-ce que Ibn Fadlan a vu réellement des sortes de vikings qui se seraient installés dans les pays de l'Est, ou est-ce qu'il a vu des populations slaves spécifiques, parce qu'ils ont des costumes qui sont spéciaux, des approches qui sont spéciales? Mais bah, ça c'est encore très discuté parmi les spécialistes, parce que eh bien, certaines affirmations d'Ibn Fadlan vont à l'encontre de ce qu'on connaît de ces peuples, et de ce qu'on connaît d'autres récits de voyageurs. Voilà. C'est pas si facile l'histoire, dans le sens où même si vous avez quelqu'un qui a donné un témoignage, eh bien, ce témoignage peut être modifié. Voilà, ça peut être la réalité, mais modifié d'une manière ou d'une autre. Soit par le point de vue de celui qui l'a vu, soit par son envie de dire quelque chose de différent. Ça peut être politique, par exemple. Si Ibn Fadlan avait eu des raisons politiques de décrire les Vikings différemment, eh bien, il l'aurait peut-être fait. Enfin, les Scandinaves différemment, il l'aurait peut-être fait. À l'heure actuelle, on n'est même pas sûr que ces fameux Russes de la Volga que décrit Ibn Fadlan, on n'est même pas sûr que ce soit des Scandinaves, en fait. Du coup, c'est un peu... C'est un peu mouvant tout ça, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Au final, on ne sait pas exactement si les récits d'Ibn Fadlan sont très factuels. On n'est pas sûr de savoir ce qu'ils décrivent. Et du coup, c'est très très prudent sur ces récits-là. Voilà, j'espère que je vous perds pas l'histoire, c'est là genre « Bah Tandy, on comprend pas, parce que là, le mec il fait un récit qui est assez clair, mais finalement il est pas clair, mais waouh !» C'est un peu de la même façon que il va arriver un accident. Imaginez un accident qui arrive aujourd'hui, il y a 5 personnes qui ont vu la scène, les 5 personnes vont décrire la scène différemment, et dans ces 5 personnes, il y aura peut-être l'ami de la personne qui a provoqué l'accident, et qui du coup a un intérêt à modifier légèrement le récit pour que son pote soit pas trop mis en cause. Et vous voyez, c'est ce genre de choses, il y a toujours des intérêts qui jouent quand on essaie de décrire les choses les plus claires et les plus naturelles possibles. On va avoir à la fois le côté bah, on n'a pas la même manière de décrire les choses, on n'a peut-être pas vu la même chose, on s'en souvient peut-être pas de la même façon, et parfois on a des intérêts supplémentaires qui viennent jouer un petit peu avec tout ça. Donc, un récit à prendre avec des petites pincettes, n'est-ce pas? Et comme tous les récits et toutes les sources historiques, il faut les recroiser. En fait, une seule source historique ne peut pas faire, comme on dit, c'est pas l'unanimité que je cherche comme mot, mais vous voyez, ne peut pas faire foi. Voilà, c'est pas parce que vous avez une source à un moment que vous pouvez la généraliser. Il faut la recroiser à chaque fois pour avoir quelque chose. Et là, quand on recroise les récits d'Ibn Fadlan, eh ben, il se trouve que certaines choses correspondent à des choses qu'on connaît, mais beaucoup de choses ne correspondent pas du tout à ce qu'on sait. Voilà, je vais rester très longtemps là-dessus. Donc peut-être que, en fait, sa manière de raconter les choses a été un peu plus poétique que factuelle, mais c'est quelque chose qui est encore très questionné, en fait, hein, parmi dans la communauté scientifique. Voilà, question suivante. La question suivante, celle des costumes des Vikings. Des gens qui m'ont dit « Ouais, mais tu t'as pas beaucoup parlé des costumes qu'ont les combattants vikings. » Oui, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est parce qu'en fait, il y a vraiment rien qui va. C'est-à-dire que vous avez quand même des armures qui datent du XVIe siècle, enfin des inspirations du XVIe siècle dans les ensembles. Et donc partant de là, c'est pas du XVIe siècle, il y a des trucs qui sont des bouts d'armure lamellaire, donc avec des écailles, des bouts de cotte de mailles dans tous les sens. Enfin, ça ne correspond vraiment à rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai préféré dire dans la vidéo, genre, considérez qu'il n'y a rien, voilà, considérez que rien ne va. Maintenant, regardez à quoi ça ressemblait vraiment, parce que c'était... Voilà, il n'y avait rien qui... Il n'y avait rien qui collait, ouais, rien qui collait. Alors après, effectivement, il y a une question un truc qu'on m'a beaucoup dit aussi, c'est oui, mais moi j'ai jamais vu ça comme un film historique, plutôt un film fantastique et tout ça. Je suis entièrement d'accord avec vous, dans l'absolu, c'est vrai que c'est pas très...
c'est pas très historique, mais bah, c'est comme tout, c'est un film qui est vendu avec un objectif de réalisme, avec des personnages qui ont existé, sur l'œil d'un chroniqueur arabe, avec des situations qui voilà, se veulent être réalistes, avec... du coup, fatalement, si certains et certaines peuvent voir ça comme de la fantaisie, parce que d'une certaine manière c'en est, bah c'est pas forcément le cas de tout le monde, et en fait la perception, la frontière elle est très floue entre ce qu'on perçoit comme étant de la fantaisie ou du réalisme. C'est quelque chose qui est particulièrement visible sur 300, si vous avez la curiosité d'aller voir cette vieille vidéo que j'ai faite sur 300, c'était le premier épisode de La Réserve, il y a plein de gens qui considèrent que 300, c'était la réalité. Et il y a plein de trucs que moi je vois et je suis en capacité de dire, on le voit beaucoup quand on fait des lives sur Twitch, lundi et jeudi soir, ceux que ça intéresse. Il y a des trucs que je montre aux gens, et ils pensent que voilà, aux spectateurs, ils pensent que c'est la réalité. Et moi je leur dis non mais c'est complètement fumé, vous imaginez pas à quel point c'est faux. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à ne pas généraliser notre propre perception, et c'est ce que j'essaye de faire en fait. Et souvent, je le rappelle que La Réserve, comme d'autres choses que je fais, le but du jeu c'est pas tant de dire ça c'est histo, ça l'est pas, et je vais faire que des trucs historiques, c'est de me servir de certains jeux vidéo, de certaines films, séries, etc. pour m'en servir d'outils pédagogiques, en fait, de support pédagogique pour vous parler d'histoire, tout simplement. C'est une excuse hein, pour vous parler d'histoire. Voilà, un petit rappel important. Et donc du coup, c'est vrai que ces costumes vikings, je suis pas trop resté dessus parce qu'au final, bah, j'avais pas des masses de choses à en dire. Il valait mieux tout de suite attaquer sur, voilà, qu'est-ce que c'était les vrais costumes vikings, parce que je trouve ça plus intéressant. Voilà, petite précision intéressante, toujours par rapport à ces fameux vikings. J'ai vu quelques confusions dans les commentaires entre les Vikings et l'âge des Vikings. L'âge des Vikings, c'est entre 793 et 1066, c'est assez précis, c'est-à-dire entre le moment où en Europe de l'Ouest on a vu les Vikings pour la première fois, c'est-à-dire le pillage du fameux monastère qu'on voit dans au tout début de la série Vikings d'ailleurs, et... j'ai perdu le nom du monastère, je m'en souviens toujours, et là j'ai complètement oublié quoi. Et pas très grave. Bref, en 793, les Vikings arrivent dans ce qui deviendra la Grande-Bretagne et pillent un monastère de Lindisfarne, le monastère de Lindisfarne qui se trouve ici, et c'est là qu'on démarre l'âge des Vikings, parce que à ce moment-là, on va avoir beaucoup de Vikings qui vont venir sur les côtes britanniques, puis sur les côtes, on va dire de France, même si à l'époque c'est pas la France. Voilà, vous voyez l'idée. Puis les voyages, ils vont arriver jusqu'en Méditerranée, etc., etc. Mais en réalité, les Vikings, ils existaient déjà depuis bien avant, je rappelle. D'ailleurs que les Vikings, ça n'existe pas, ce sont les Scandinaves. Viking, c'est faire quelque chose, c'est être Viking, on se fait Viking plus qu'on est Viking. C'est un état. Voilà, c'est-à-dire, les Vikings sont des voyageurs, des commerçants, des pirates, qui en fait vont partir, c'est des Scandinaves qui partent de chez eux pour chercher fortune ou faire de l'exploration. Dès qu'ils partent de chez eux pour ça, on dit qu'ils se font vikings, voilà. Un peu comme si un mec décide, voilà, si un mec décide demain d'être boulanger, bah, il est pas boulanger, c'est pas sa nationalité. Boulanger, c'est son métier, c'est son activité. Voilà. Explication toujours un peu utile. Et donc en fait, des Vikings, il en existait bien avant l'âge des Vikings, bien avant ce qu'on appelle l'ère des Vikings. Et les Slaves, dans les pays de l'Est et tout, s'en sont tapés sur le nez bien avant 793. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve très rapidement des Suédois installés dans les pays de l'Est. Et ça aussi, on le voit au début de la série Vikings. Je la défends beaucoup aujourd'hui, profitez-en. On voit bien qu'au début, en fait, ils passent leur temps à aller se battre dans les pays de l'Est, mais que les Slaves sont pas très riches dans l'absolu, et que donc du coup ce serait bien d'aller voir ailleurs, et c'est en essayant d'explorer ailleurs qu'ils tombent sur les îles de Grande-Bretagne, voilà. Donc ne pas confondre être viking, enfin ne pas confondre les Scandinaves, ça c'est les gens qui habitent en Scandinavie, les Scandinaves qui décident d'aller faire de la thune ailleurs, qui eux sont les Vikings, ils se font Vikings, un peu comme si ils décidaient de faire du pain et ils étaient boulangers, voilà l'idée. Et l'âge des Vikings qui est en fait, qui c'est entre 793 et 1066, je le rappelle, 793 c'est le pillage du monastère de Lindisfarne qui est la première arrivée des Vikings en Europe de l'Ouest, donc en actuelle Grande-Bretagne, et 1066 en fait c'est Hastings, en fait la bataille d'Hastings, c'est les Normands qui débarquent en Grande-Bretagne. En gros, si vous avez deux dates à retenir sur ce truc-là, c'est ça. Et enfin, sur la question de la fin un peu déprimante, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que la fin était très belle et que vous vous retrouviez beaucoup dedans et tout, mais qu'elle était quand même un petit peu déprimante.
c'est pas déprimant, c'est pas comme ça que j'ai voulu la faire. J'ai pris une voix j'ai mis une musique un peu profonde et j'ai pris une voix un peu dure comme ça pour faire la fin, pour vous faire vibrer un petit peu l'émotion comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout, le but du jeu, c'est pas du tout d'être déprimant, au contraire. Je vous explique que l'histoire, c'est un très très beau moyen de trouver des solutions dans sa vie de tous les jours. Ça peut être des solutions pour tout et n'importe quoi. Vous avez besoin d'un coffre chez vous, je vais dire une bêtise, vous avez besoin d'un coffre chez vous et vous savez pas comment faire ça. Bah, cherchez un modèle de coffre historique qui vous plaît, vous allez trouver les plans, vous allez fabriquer le coffre et en fait, vous allez apprendre comment faire grâce à l'histoire. Moi, j'ai appris tout ce que je sais faire grâce à l'histoire. J'ai appris à réparer des vêtements grâce à l'histoire, j'ai appris à faire des travaux grâce à l'histoire, j'ai appris plein de choses. Et en plus de ça, ça permet d'avoir aussi un recul sur ce qu'on vit au quotidien. Parce que, je le dis souvent, hein, pour parler d'histoire, il faut savoir vivre la sienne, mais ne pas aller dans l'excès inverse, dans le sens où ne pas juste voir ce qu'on voit à un moment M, mais essayer de prendre un peu de recul et se dire genre, ok, qu'est-ce que ça me rappelle ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire qui peut être similaire et qui du coup peut m'inspirer pour ne pas refaire les mêmes bêtises, ou peut m'inspirer pour faire mieux, aller plus loin, différemment, mieux comprendre, etc. Et ça, c'est pour ça que moi je parle d'histoire, et que j'aime parler d'histoire, et j'aime vous expliquer que l'histoire elle est vivante, elle est au quotidien, vous pouvez faire plein de choses avec, parce que, eh bien, c'est un beau moyen, je trouve en tout cas, de mieux comprendre le monde qui nous entoure, et de mieux le vivre aussi, de mieux le vivre tout simplement, et puis d'apprendre plein de petits trucs, en dehors de la compréhension du monde, c'est aussi, comme je vous disais, l'apprentissage de l'artisanat, ça vous occupera les dimanches, de découvrir de l'art, de découvrir plein de choses. L'histoire, c'est une porte ouverte sur toutes les fenêtres, c'est une porte ouverte sur tout. C'est une porte ouverte sur tout, et c'est pour ça que c'est passionnant et que c'est inépuisable. J'aurais beau faire autant de sujets que je veux sur cette chaîne et sur toutes les autres, sur Twitch, sur Instagram, sur tout ce que j'ai à côté, je n'arriverai jamais à épuisement de mes sujets, ce n'est pas possible. Et c'est ça qui est passionnant, et c'est un peu ça que je veux vous transmettre aussi, c'est intéressez-vous à l'histoire, parce que vous allez voir qu'elle va vous permettre de mieux vivre votre vie, tout simplement, de trouver plein de trucs à faire, de comprendre plein de choses, voilà, c'est un sujet inépuisable de curiosité. Voilà, et c'est pour ça que je trouve ça important de vous rappeler que l'histoire est vivante et que c'est bien de s'intéresser à l'histoire. Merci à tous et à toutes. Je rappelle, petite publicité, voilà, on a déjà terminé un petit peu ce que j'avais prévu. Pour ceux et celles que ça intéresse, il y a la nouvelle boutique de produits dérivés, Histoire appliquée, Icarius. Il y a plein de designs différents, je vous les mets un petit peu partout et tout. Des choses qui sont liées à des blagues historiques, c'est des choses qui sont liées un peu à Twitch, un peu à YouTube, un peu à plein de choses en fait. Et voilà, n'hésitez pas, j'ai essayé de mettre les produits de qualité, la plus grosse qualité que je pouvais trouver, avec une démarche de réduction de l'empreinte écologique. Donc vous avez vraiment à chaque fois des tissus qui sont soit des tissus recyclés, soit des tissus bio, avec des labels où on fait un peu attention que les gens qui ont produit ces tissus soient traités correctement, payés correctement aussi. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire une nouvelle boutique qui soit à l'image de mes propres convictions. Donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne, et puis si vous voulez avoir des trucs un peu fun, il y a des tasses comme ça, il y a des tasses rétro en fer émaillé, il y a des t-shirts, il y a des hoodies, il y a des stickers, il y a des sacs qui sont incroyables. Voilà, j'ai vraiment trouvé plein de choses avec plein de nouveaux designs par rapport à l'ancienne boutique, et j'espère que ça vous plaira. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez surtout pas à aller voir, et puis ça pourrait arriver pour Noël, si vous voulez rajouter des petites choses sur le sapin pour les gens qui sont fans de la chaîne, ça peut être assez cool. Voilà, j'ai parlé très vite. En tout cas, je voulais revenir, comme d'habitude, petit épisode de retour pour revenir sur ces quelques éléments de la dernière vidéo de la réserve. Prochain épisode de la réserve, je ne sais pas trop quand ça sera, ce sera Brevard, c'est sûr. Mais je ne sais pas trop quand ce sera, puisqu'il faut que je reconstruise la réserve qui a été détruite lors de ma dernière inondation. Donc, je ne sais pas trop. Voilà, c'est le 13e guerrier sera donc le dernier épisode de la réserve, tourné dans l'ancienne réserve. La prochaine sera plus grande, elle sera 5 fois plus grande, pour vous dire à quel point ce sera plus grand. Nouveau décor, nouveau truc et tout. J'espère que au printemps, je pourrai enfin retourner dans la réserve. D'ici là, portez-vous bien, merci de m'avoir suivi jusque-là. Passez de bonnes fêtes, même si je vais sortir d'autres vidéos avant les fêtes. Et n'oubliez pas évidemment que l'histoire est vivante.